Histoire de crime, un balado du journal. Messieurs, bonjour. D'habitude, je commence toujours par les garçons, mais là, on a le patron à table avec nous. Donc, on va être plus formel. Valérie Gontier au micro. Je suis en compagnie de Michael Nguyen. Stéphane Allary, journaliste depuis plus de 30 ans, accessoirement notre patron aux faits divers. Pour ceux qui nous écoutent depuis quelques semaines, merci d'être encore à l'écoute. Hein. Pour les nouveaux, on est qui? Nous, on est juste une joyeuse bande de journalistes aux affaires criminelles. On se regroupe une fois par semaine dans les archives du journal, puis on discute de ce qui nous a occupé cette semaine. Michael, toi, tu vas nous amener dans une histoire qui a les allures de film. Oui, de film d'action. Complètement, des voleurs sud-américains qui sont venus au Québec pour faire un cambriolage de 3 millions de dollars. Malheureusement pour eux, malheureusement leur plan bien élaboré, ils étaient suivis par les policiers. Ça a pris quelques minutes pour les arrêter. C'est bien d'entendre les détails de ça. De mon côté, je vous parle d'une histoire qui est vraiment tragique, qui est un homme qui a failli tuer sa conjointe à coups de 2 par 4 dans l'espoir de refaire sa vie. Il l'a plaidé coupable récemment et il aura sa sentence prochainement. Mais je vais vous raconter tous les détails de ça parce qu'il y a toute une histoire, monsieur ne le savait pas, mais a été enregistrée. Stéphane, toi, on fait le segment archives habituel, mais là, on va en discuter un peu plus, là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une meurtrière qui croyait pouvoir s'en tirer, qui croyait avoir fait le crime parfait, mais parce qu'elle a récidivé, elle s'est fait coincer et a écopé de la prison à vie. Et exceptionnellement, tu nous recules pas là, d'il y a 30 ans. C'est quelque chose qui date des années 2000. Tout à fait, tout début des années 2000. D'accord, bon, on part ça. Michael, récemment, un centre d'achat a été, si on veut, dévalisé. La cible d'un cambriolage qui a les allures là, d'un épisode de Lupin. Là, Exactement. Donc, on se ramène au 10 avril dernier. Une bijouterie à Fairview, le centre commercial dans Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île. Un soir, un méga vol. On parle de gens qui sont rentrés dans la bijouterie pour dévaliser les bijoux. Ils sont même partis avec un coffre-fort. Comment ils ont fait ça? Ils sont rentrés par effraction dans le centre commercial et pour être discrets, ils ont percé des murs, mais pas le magasin d'à côté. Ouais. 2 magasins à côté, justement pour être discrets. Donc 2 magasins plus loin. Plus loin, ils font des trous dans les murs. Ils rentrent dans un magasin de soins de beauté. De là, ils font un autre trou qui les amène dans la salle de bain d'une bijouterie, d'une diamanterie. Tout ça en heure de fermeture. Là, en heure de fermeture. On parle d'environ minuit, autour de minuit. OK. Là, ce qui se passe, c'est ils pensent qu'il n'y a rien, bain discret, aucune sécurité s'allume. Ils partent avec des bijoux. Ils vont même prendre un coffre-fort. Puis on parle d'un gros coffre-fort. Un coffre-fort là, dans une bijouterie, là, ça doit être extrêmement lourd. Là. Tout à fait. Il devait avoir de l'équipement, mais en fait, il était une grosse bande. Exactement. Ils étaient une dizaine de personnes, âgées entre 19 et 38 ans. Ils ont réussi à passer le coffre-fort qui fait plus de 6 pieds de haut, 3 pieds de large. Ils le passent à travers le petit trou. Ça devait peser une tonne, là, sérieusement. Puis c'est un trésor parce qu'à l'intérieur, il y avait pour plus de 2,5 millions de dollars de bijoux. Donc, eux, se sont pas bâclés. Ils ont pas dit, on va ouvrir le coffre-fort puis on va partir avec les bijoux. Let's go! On perd pas de temps. On perd pas de temps, on pack les petits. On voit que c'est des professionnels. Ouais. Ils arrivent, une voiture qui a été placée dans le quai de déchargement du centre commercial. Directement, ils envoient le coffre-fort dans la voiture. Ils s'en vont. Il y avait des complices qui faisaient de la surveillance un petit peu partout autour. Aïe. Et en 10 minutes seulement... En 10 minutes, ils se font arrêter, et pas par des patrouilleurs au hasard, par le groupe tactique d'intervention. Oui, bien sûr. Bref, c'était des professionnels, mais peut-être pas tant que ça. Exactement. Les gens qui faisaient la watch, là, comme on dit dans le jargon, ils ont peut-être pas vu qu'eux aussi étaient surveillés. Là. Puis ça, ce qu'on a appris, ce que le journal a appris, c'est que la raison de l'arrestation aussi rapide, c'est qu'ils étaient déjà dans la mire des policiers. Ça faisait 1 semaine déjà qu'ils étaient sous filature. Ils étaient filés, ben oui, bien sûr. Et ce qui est particulier, c'est que les policiers, ils enquêtent sur ce groupe-là. Ils les voient se présenter à une bijouterie, une diamanterie qui est plus au métro de Namur, proche du Orange Julep, la grosse boule orange sur l'autoroute des Caries. Et ils les voient, mais ils restent devant. T'sais, ils disent, ils n'ont pas encore de matière pour les arrêter, mais c'est quand même louche. Ils font de l'observation à ce moment-là. C'est ça. Un groupe de personnes qui va
le matin, qui restent pendant 1 heure, ils reviennent l'après-midi, ils restent pendant 1 heure, vers l'heure de fermeture, ils sont là, ils restent pendant 2 heures. Puis ça revient plusieurs jours. En fait, les policiers, ils étaient certains qu'ils se préparaient à faire un braquage de cette bijouterie-là. C'est vraiment des professionnels, tu le dis, parce que là, moi, c'est le fait qu'ils aient été dans 2 commerces plus loin. Puis on peut s'imaginer que faire un trou, là, pour passer un coffre-fort, là, c'est pas juste avec une petite mèche, là. Ils ont défoncé le mur, là. Et ils l'ont coupé, ils avaient la scie circulaire que tu passes exactement comme dans les films. C'est quand même impressionnant, 10 personnes qui réussissent à rester dans un centre d'achat de nuit ou à Saint-Étienne, tu sais, je sais pas comment ils ont fait ça, là, sans que aucun système de sécurité soit déclenché. Exactement. Puis ça, ce qu'on apprend, c'est que ces voleurs-là, c'est pas des voleurs comme tout le monde. Ils font partie d'un phénomène qui s'appelle les voleurs sud-américains. Okay. Ça, ce que c'est, ils viennent surtout du Chili. C'est du monde qui se connaissent dans leur ville, dans leur village. C'est des amis qui décident de faire du tourisme criminel. Donc, c'est pas des résidents? Non, c'est des gens qui viennent surtout du Chili, qui œuvrent partout sur la planète, qui voyagent, qui prennent des visas, qui se présentent comme touristes. Et quand ils arrivent dans le pays, ils se mettent à cambrioler des maisons, des bijouteries. Ils volent ça se fait en quelques minutes. Ils revendent, ils envoient de l'argent à leur famille. Puis là, leur visa expire, ils retournent chez eux. Et c'est pas juste à Montréal que ça se passe, hein? C'est un phénomène mondial. Aux États-Unis, il y a des groupes qui se sont fait arrêter. Ils pouvaient rentrer dans une maison et voler des centaines de milliers de dollars en quelques minutes seulement. Ils trouvent des quartiers cossus. Le journal en avait parlé en 2019. Ouais. Il visait beaucoup la ville d'Hampstead au centre de l'île. Et un des vols en particulier, $1,5 million en quelques minutes seulement. Ils rentrent, ils vont dans la chambre, ils ouvrent un tiroir, les bijoux sont là, ils prennent les bijoux, ils s'en vont. C'est en train de devenir un sujet politique aux États-Unis. En début de semaine, à Détroit, il y a des gens qui ont appelé le gouvernement américain à imposer des visas maintenant. Parce que justement, ces gens-là entrent aux États-Unis, soi-disant comme touristes, viennent faire des vols et disparaissent ensuite. Alors, il y a des gens qui demandent maintenant, notamment pour les gens qui viennent du Chili, qui voudraient avoir l'imposition d'un visa d'entrée. Puis à Montréal, dans les dernières années, on parle d'une 30aine d'arrestations qui s'ajoutent à la dizaine qu'on a eue la semaine dernière. Parce qu'en fait, dès qu'ils ont terminé le vol, les policiers en filature sont allés voir. Il y a eu un cambriolage. Le groupe tactique d'intervention était prêt, pouvait arrêter tout le monde et même les autres, les complices qui étaient partis dans des directions différentes, ils sont fait arrêter immédiatement. Ils n'ont rien compris. S'il y en a eu, tu sais, autant, on peut penser que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas solutionnés encore. Là. Il y a peut-être des vols qui se sont pas faits sous le nez de la police. Là. Dans le fond. Ça, ce qui arrive souvent, c'est quand ils se font attraper, ils plaident coupables très rapidement. Ça leur permet d'avoir une sentence un petit peu plus basse parce qu'évidemment, ils économisent du temps de la cour, ils reconnaissent leurs faits. Mais après, on sait qu'est-ce qui arrive. Ils pognent quelques années de détention. Puis ensuite, ils sont déportés, puis ils retournent en liberté, puis ils recommencent dans un autre pays. Oui, c'est ça, évidemment, mais heureusement, c'est plus au Canada qu'ils vont sévir. Et les policiers, ils font de la surveillance, puis ils les remarquent. Michael, ton histoire, je l'ai lue, puis je me suis dit, si ça avait été dans un film ou une série télé que j'avais écouté, j'aurais fait, c'est gros un peu, vous trouvez pas? C'est gros, il me semble, il beurre épais. Puis comme on le dit des fois, la réalité, ça dépasse la fiction. Oui, tout à fait. Cette semaine, je vous parle d'un cas qui est vraiment tragique. C'est un cas qui a des allures de violence conjugale. En fait, je crois que techniquement, c'en est un, mais c'est une dame qui ne l'a juste jamais vu venir. Elle a été frappée par son mari à coups de 2 par 4 en arrière de la tête. Sans crier gare, elle est en train de lire ses nouvelles sur la tablette le matin. Et à un moment, elle reçoit un coup. Puis elle reçoit un autre coup, puis elle réalise que c'est son mari des 24 dernières années qui est en train de la frapper puis qui s'acharne sur elle. Pierre Bérard, un beau matin, a décidé qu'il allait faire souffrir sa femme parce qu'il voulait refaire sa vie avec sa maîtresse. Il voulait la tuer, en fait. Il a été accusé de tentative de meurtre. Il a vraiment failli la tuer. Il a récemment mis fin aux procédures judiciaires parce qu'il a plaidé coupable. Finalement, il a plaidé coupable pour voie de fait grave, en croyant qu'il aurait pu avoir l'intention de
tu sais c'est quoi cette accusation-là, là, de causer de graves blessures. Il lui a fait très mal. Là, il lui a fait très mal, mais elle aurait pu mourir. Là. C'est des blessures sur la tête. Ce qui a été quand même allégué en cours, c'est que monsieur avait fait ça pour refaire sa vie, comme je vous ai dit. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une accusation à la base de tentative de meurtre. Ce qui est arrivé, c'est que monsieur Bérard, lui, il y a des caméras de surveillance dans sa maison parce qu'ils veulent surveiller, ils ont des animaux, là, puis ils veulent avoir cette caméra-là est là pour ça. Et la caméra de surveillance, elle s'active lorsqu'il y a des mouvements. Mm-hmm. Et les policiers, lorsqu'ils ont saisi cette caméra-là, ils ont vu M. Bérard arriver, pop, 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 regarder la caméra, tasser la caméra, pop, 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 redescendre, pow! Puis après, t'entends tout ce qui se passe. T'entends l'agression entière. Alors, il avait oublié que ça il avait oublié que ça enregistrait le son, ou pas que des images. Il croyait que ça allait peut-être pas enregistrer puisqu'il n'y aurait pas de mouvement, étant donné que la caméra avait été tassée, mais tout a été récupéré par les policiers. Et moi, j'ai entendu l'audio parce que ça a été présenté en salle d'audience. Ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, ça donne des frissons à écouter ça parce que t'entends la madame sur le coup faire « Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? » Tu l'entends recevoir les coups. La madame sa tête a été frappée au sol, là, un acharnement. Là. Puis, ensuite, plus inquiétant encore, t'entends la dame négocier. C'est vraiment sincèrement à se demander qu'est-ce qui serait arrivé si cette madame-là avait pas usé un peu, là, elle avait pas été rusée. Là. Quel sang-froid, Quel sang-froid de négocier. Ce qui l'a saisi, M. Bérard, à ce moment-là, c'est lorsqu'elle a dit « Si tu me tues, ta vie est finie, tu t'en vas en prison. » Et là, il y a comme les coups ont cessé, puis tu l'entends négocier. Et là, ils se mettent à parler d'un immeuble à logement, je vais te céder. Ce qu'on a appris en cours, c'est que le couple avait acheté des immeubles locatifs à l'époque. Et monsieur est un travailleur autonome, donc, et il avait déjà fait une faillite, donc pour des raisons techniques, tous les immeubles sont au nom de madame. Là, il voulait récupérer de donc, toute évidence. Donc, il est question, à ce niveau-là, que si elle mourait, ça serait donc bien plus facile. Tu sais, c'est comme ça. Est-ce que tu vas... Puis là, elle lui dit... Il hériterait de l'immeuble. Je vais tout te céder. Arrête de me faire mal, je vais tout te céder. Il faut appeler une ambulance, je suis blessée. Puis, il est aussi... Là, il lui dit, j'ai une maîtresse. C'est là qu'elle apprend qu'il a une maîtresse, qui veut refaire sa vie. Il lui demande, est-ce que si je te laisse, là, tu vas me laisser aller refaire ma vie? Est-ce que tu vas me permettre tout ça? On l'entend, tu sais, puis c'est vraiment rare parce que souvent, une victime va venir témoigner de ça en cours, elle va dire ça. Est-ce qu'on croit la madame? Est-ce que son témoignage est crédible? Est-ce que lui va dire non, c'est pas ça qui s'est passé, parole de l'un contre la parole de l'autre? Et là, tout est audible. Là. À ce moment-là, est-ce que on évoque comment on va justifier les blessures de madame? Exactement. Donc là, il y a même un scénario qui est envisagé de dire, regarde, on va dire que je me suis enfargée. Mieux encore, on va dire que j'ai déboulé les escaliers. Donc, il y a même une tentative de se rapprocher des escaliers pour que ce soit plus crédible. Et là, monsieur appelle l'ambulance, explique qu'il y avait des vieilles décorations de Noël qui traînaient, qu'elle s'est enfargée. Les ambulanciers, ils arrivent là, ils constatent tout à fait que les blessures ne concordent pas avec une chute dans les escaliers. Mais à ce moment-là, tout se passe très vite. Et lorsque les portes de l'ambulance se ferment, c'est à ce moment-là que la madame dit « C'est pas vrai, j'ai été agressée, mon mari m'a frappée. » Et que là, l'enquête prend comme une autre tournure, si on veut. En fait, il y a une enquête qui se déclenche, là, parce qu'une chute dans les escaliers, c'est pas quelque chose qui nécessite une enquête. Les policiers sont appelés, monsieur est arrêté, etc. Donc, tu sais, c'est vraiment le fait que cet élément de preuve-là vient vraiment démontrer la cruauté de cet homme-là, tu sais. Puis cette madame-là, aujourd'hui... La préméditation du geste, tu sais. Puis c'est sûr que... Puis à la fin, lorsque l'agression est finie, on revoit passer monsieur avec son bâton de 2x4 dans les mains. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Parce que on le voit, on trouve des procès, les enquêteurs, ils voient tout. Ouais. Là, mettons qu'elle serait morte,
ils auraient vu sur les caméras qui bougent la caméra, même s'il n'y avait pas eu de son, on s'entend que c'est un geste assez louche, assez suspect. Ils auraient vu les traces de sang un peu partout. Mais c'est clair qu'il aurait été le principal suspect d'emblée. Chez lui, en plus. C'est pas un accident de voiture. Il aurait vu les caméras, il aurait saisi les caméras, puis on en serait arrivé, tu sais, il aurait été épinglé, assurément. Ce qu'il faut savoir, tu dis qu'est-ce qui lui est passé derrière la tête. M. Bérard avait d'importants problèmes financiers. C'est un inspecteur en bâtiment. Et là, on se recule, là, post-pandémie, on est encore un peu dans la pandémie. Vous vous rappelez, hein, la ruée vers les maisons pendant la pandémie. Les gens étaient tellement, il y avait tellement de surenchères puis de compétition pour avoir des maisons que les gens étaient prêts à accepter des offres sans inspection. Donc lui... Sans garantie légale. Sans garantie légale. Donc lui, il a vraiment écopé parce qu'il y avait moins de business, là, tu sais. Dans le fond, il était vraiment moins sollicité pour son travail. Et tout ça a été comme aussi verbalisé. Sa solution, c'est essayer de tuer sa femme. Le plus tragique, Michael, c'est que cette madame-là, c'est une survivante du cancer. Elle a eu énormément de cancer. Elle a vraiment failli mourir. Et la raison, il a justifié le fait qu'il a pris une maîtresse parce que lui, il était sûr qu'elle allait être veuf. Parce qu'elle a vraiment passé proche de mourir. Et, miracle, elle a survécu. Mais c'est juste que ces informations-là, ça, moi, dans ma tête... Moi, je suis encore vraiment tellement impressionné par le sang-froid de cette dame-là qui a survécu au cancer, qui s'est arrangée pour survivre à cette attaque-là. Absolument. Une battante, oui, une combattante. Moi, je lui ai parlé à cette madame-là. Je suis allée la voir après le plaidoyer de culpabilité. Je lui ai expliqué ma démarche. Tu sais, c'est quand même quelque chose de super intime. Tu sais, c'est sa vie privée, c'est ça. Puis elle a accepté de me parler. Puis elle m'a raconté comment elle s'est sentie. Puis elle m'a dit qu'elle s'est sentie trahie. Puis elle, je vous disais en début là, que ça a toutes les allures d'un cas de violence conjugale, mais madame m'a assuré que dans ses 24 ans de mariage, elle n'a jamais vécu de violence conjugale. Elle n'a jamais été battue par son mari. Michael, tu le vois, les cas, Stéphane aussi, tu le sais, les cas là, de féminicide ou les cas vraiment intenses là, de gens qui battent leur conjointe, il y a une escalade de violence. On parle souvent. Il y a une progression dans les agressions. Puis c'est ça qui rend les choses encore plus choquantes. Absolument. C'est gratuit, mais il risque d'écoper d'une sentence assez Absolument. substantielle. Puis ça va être... Oui, la couronne l'a assuré. T'sais, c'est sûr que monsieur l'a plaidé coupable à une accusation réduite. Donc ça, la victime est vraiment déçue de ça parce qu'elle se disait prête à aller témoigner. Mais il y a des technicalités au niveau du droit qui faisaient en sorte que c'était mieux qu'il plaide coupable à ça, à peut-être éventuellement s'en sorte sans rien. Là. Une date de Jordan, notamment, là, qui est le plafond là, sur les délais qui était proche. Mais la journée où il a plaidé coupable, son procès devait débuter. Là. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé en coulisses qui n'a pas filtré jusqu'à nous. Des discussions confidentielles, il faut croire. Donc, madame était vraiment, vraiment déçue de ça parce qu'elle se sentait prête. Quand il est arrivé, moi, j'étais assis dans la salle derrière elle. C'était pas nécessairement voulu, là. J'essaie d'être discrète, moi, dans une salle, mais s'asseoir devant moi sans savoir qui j'étais probablement à ce moment-là. Puis, lui est arrivé. Et c'est la première fois, après, elle me l'a dit dans le corridor, c'est la première fois qu'elle le voyait depuis l'attaque. Puis, moi, je l'ai remarqué que lui, elle regardait, mais elle aussi, elle le regardait. Elle ne l'a pas lâché du regard. C'est lui qui, à un moment... comme décrochée, là. Elle était, là, vraiment, Stéphane, une battante, cette madame-là. Puis je lui ai parlé, puis je comprenais tellement son sentiment. Moi, je suis en couple depuis vraiment longtemps, puis elle a dit, c'est la personne en qui j'avais le plus confiance. Elle s'est sentie trahie. Trahie parce que c'est pas le premier homme qui a une maîtresse, là. Elle aurait pas été la première cocu, tu sais. Donc, c'est vraiment une triste histoire, tout ça. Puis, on va à suivre, là, qu'est-ce qui va se passer. La sentence va venir prochainement. La sentence va venir prochainement. Puis, cet audio-là, c'est vraiment les policiers, c'est inespéré qu'ils aient pu mettre la main là-dessus parce qu'on comprend. Souvent, on comprend pas. Tu sais, cette madame-là, elle aurait pu dire « Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. » Là, on l'entend tout, ce qui s'est passé. Toutes les négociations. Donc, c'est vraiment... Ça donnait des frissons. Triste histoire, vraiment. Mais c'est important d'en parler parce que des cas comme ça, il en survient d'autres, puis il faut que les gens soient à l'affût, je pense.
Stéphane, il y a moins de poussière enlevée de ces archives-là. Effectivement, habituellement, je vais chercher des cas qui datent d'une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Oui. Maintenant, on va reculer en arrière de seulement une vingtaine d'années. On est au début des années 2000. Oui. Et je vous raconte un peu l'histoire d'une criminelle, comme je disais un peu plus tôt, qui pensait s'en tirer, mais qui a répété son crime une fois de trop. Alors, on parle de Mélanie Alix, qui est une jeune mère de famille qui a une petite fille de 3 ans, un petit gars d'1 an. On est en mai 2003. Cette journée-là, Mme Alix doit aller chez le notaire pour finaliser l'achat de la maison qu'elle loue depuis 1 an. Sauf qu'elle se pointe jamais au rendez-vous et le propriétaire de la maison décide donc de venir voir ce qui se passe. Et quand il arrive, il constate qu'il y a un incendie qui fait rage au rez-de-chaussée de la maison. Mme Alix est à l'étage, à une fenêtre. Le propriétaire, M. Grégoire Racine, se rend compte que la petite fille d'1 an a déjà été sortie de la maison. Il va aider la mère à quitter la maison qui est la proie des flammes. Et elle lui dit à ce moment-là que son bébé d'1 an est encore dans la maison. Alors, M. Racine, quand même, pose un geste assez héroïque. Il va rentrer à 4 reprises dans la maison, malgré la fumée dense, pour aller réussir à extirper le bébé qui était prisonnier de sa couchette. Il réussit à le sortir de la maison. Il tente des manœuvres de réanimation, mais l'enfant meurt. Ouais. Le lendemain, Mme Alix donne des entrevues à la télé, dans les journaux, où elle dit que elle est en larmes et elle dit qu'elle a oublié un chaudron sur la cuisinière. Elle tentait de faire chauffer de l'eau pour réchauffer le biberon de son bébé et que c'est comme ça que l'incendie a pris naissance. Mais tout de suite, les pompiers ont des doutes. D'abord, il y a plusieurs foyers d'incendie. On parle de 4 à 6 foyers d'incendie, un dans un fauteuil, il y en avait 2 dans des garde-robes ou des placards. Alors, rapidement, les autorités ont des doutes. Ouais. Et effectivement, 4 jours plus tard, au lendemain des funérailles du petit, Mélanie Alix va être arrêtée et accusée de meurtre. Accusée de meurtre prémédité de son enfant et de tentative de meurtre sur sa fillette de 3 ans et bien sûr d'incendie criminel. Mais ça, cette situation-là met la puce à l'oreille des autorités parce qu'on se rend compte que la mère de Mélanie Alix est morte dans des circonstances très semblables 2 ans plus tôt. Aïe, aïe. Et quand elle est arrêtée, ses proches ne sont pas étonnés. Parce qu'entre autres, sa version des faits là, de l'incendie qui a coûté la vie à son enfant ont changé à quelques reprises, en quelques jours seulement. Son frère va même dire « ma sœur est une psychopathe ». Alors, devant la situation, les autorités décident de rouvrir l'enquête sur le premier incendie. Tant le coroner que la police décident de se repencher là-dessus. Et en 2005, Mélanie Alix est maintenant accusée aussi du meurtre de sa mère. Et elle va devoir affronter un procès conjoint pour le meurtre de son fils et le meurtre de sa propre mère. OK, elle est accusée de double meurtre, mais à deux périodes différentes. 2 meurtres prémédités. Ouais. Le procès arrive et la théorie que la couronne met en avant à ce moment-là, c'est que Mme Alix a drogué ses victimes avant d'allumer les incendies. En effet, quand on a repris les enquêtes et qu'on a poussé les analyses un peu plus loin, on s'est rendu compte que la mère de Mme Alix, Francine Lévesque, elle est décédée dans l'incendie de sa maison à l'Acadie. Et qui était la dernière personne à l'avoir vue vivante? Sa fille, Mélanie Alix. À l'époque, Mélanie Alix a raconté qu'elle est allée déjeuner avec sa mère, qu'elle était partie ensuite faire des courses et qu'au retour, elle avait constaté qu'il y avait un incendie. Sauf que quand on reprend l'enquête de façon un peu plus poussée, on se rend compte que Mme Lévesque avait des traces d'un antidépresseur dans le sang. Au procès, il y a une pharmacologue qui va venir dire qu'elle avait une dose de cheval. Mais voyons donc. Okay? Et on va trouver aussi des traces de cet antidépresseur-là dans les biberons du bébé qui est mort. Okay? Alors là, il y a un oncle aussi au procès qui va venir raconter. Ah oui, je précise que Mme Lévesque, elle était paraplégique. Okay. Elle était atteinte du spina bifida, donc même si elle avait voulu, étant se déplaçant en fauteuil roulant, fait que droguée et en fauteuil roulant, même si elle avait voulu fuir l'incendie, c'était impossible pour elle. Incroyable. Au procès, ce que j'allais dire juste avant, il y a un de ses oncles, à Mélanie Alix, qui va venir dire à quel point il était pressé de toucher l'héritage quand sa mère est morte, parce qu'elle va hériter d'environ 200 000 $. OK. On va raconter aussi qu'elle avait une assurance vie sur son fils. Bien sûr. Bien sûr. Alors là, on voit un peu le mobile qui se dessine. Mais le clou de la preuve, à ce moment-là, c'est qu'elle a fait des aveux. Quand elle a été interrogée par la Sûreté du Québec, après l'incendie qui a coûté la vie à son enfant, elle a fait des aveux. Elle a admis avoir allumé l'incendie et elle a expliqué qu'elle avait effectivement
Ses termes exacts, c'est elle a jeté une poignée de médicaments dans du lait, elle a fait bouillir ça et elle a donné ça aux enfants. Donc, les deux enfants. Donc, le premier enfant qui réussit à sortir, oui, dont tu faisais référence, avait été drogué aussi. Oui, et on apprend aussi pourquoi elle a survécu. C'est que la petite de 3 ans, elle, a vomi le lait empoisonné. Alors, elle a vomi. Cocotte. Alors là, elle a fait ses aveux-là, mais quand elle arrive en défense, Mme Alix va témoigner. D'abord, elle va se présenter comme une victime. Bien sûr. Mme Alix, c'est une victime. Elle a été victime de ses parents. Ouais. Elle a été victime de son grand-père qui l'aurait, soi-disant, abusée sexuellement. Elle va essayer de pointer du doigt son frère, son ex-conjoint violent. Bref, elle se présente comme une victime tout au long de sa vie. Et dans le même ordre d'idée, ce qu'elle va raconter, c'est que si elle a fait des aveux à la Sûreté du Québec lors d'un interrogatoire, c'est parce qu'elle était épuisée après 6 heures d'interrogatoire et qu'elle était confuse à cause des médicaments et qu'elle voulait juste en finir. Bref, elle a menti aux policiers pour régler ça rapidement. Ça, on voit que c'est du rattrapage, il s'est passé des choses, puis après tout, d'essayer de justifier, de tout mettre en place pour essayer de s'en sortir. Effectivement. Et elle va dire que elle va nier à cette fois-là aussi qu'elle a mis le feu. Tout au plus va-t-elle admettre qu'elle a peut-être propagé l'incendie en tentant d'éteindre les flammes. OK. Évidemment, là, il y a 2 théories qui s'affrontent pour les jurés. Il y a les meurtres, la poursuite avance la théorie des meurtres sciemment prémédités, préparés, planifiés. Et du côté de la défense, on va dire que c'est une preuve imaginative qui a été confectionnée par les policiers. Ils vont parler d'un puzzle que les policiers ont réussi à amasser pour l'accuser. C'est soumis au jury qui s'en va en délibération. Pendant les délibérations qui vont durer 5 jours et pendant tout le procès, j'avais une collègue journaliste au Journal de Montréal à l'époque, Mélanie Brisson, qui a entretenu de nombreux échanges avec Mélanie Alix, qui est même allée la voir en prison. Et elle nous trace pendant que les jurys sont en délibération, donc qui ne peuvent pas lire les journaux et tout ça. Elle nous trace le portrait de cette femme-là qui est une manipulatrice, habile, mythomane, qui se croit. On apprend qu'elle a déjà étudié la criminologie et la psychologie, et elle a, jusqu'à la dernière seconde, est convaincue qu'elle va s'en tirer. Elle est convaincue qu'elle a réussi à mettre le jury dans sa petite poche arrière. Elle a même préparé une déclaration publique qu'elle doit lire quand elle va être libérée de prison. Acquittée et libérée de prison. Elle s'y croyait vraiment. Elle y croyait vraiment. Bien sûr, elle a tort. Ouais. Elle va être condamnée sur toute la ligne. Elle va être trouvée coupable des 5 chefs. Les 2 meurtres prémédités, les 2 incendies criminels et la tentative de meurtre sur la petite fille. Elle va écoper automatiquement de la prison à vie, donc 25 ans de prison ferme avant même de pouvoir s'adresser aux libérations conditionnelles. C'est incroyable comme histoire parce que c'est, comme tu dis, c'est le cas de trop, là, tu sais. Si elle n'avait rien fait, peut-être qu'elle aurait commis le crime parfait. Elle s'en était sortie parce qu'à l'époque, pour le premier incendie, la cause n'avait pas pu être déterminée de façon précise et on avait conclu que c'était probablement Mme Lévesque qui s'était endormie avec une cigarette à la main qui pouvait être l'origine de l'incendie. Donc, elle s'en était sauvée avec ce crime-là. Mais j'ai vérifié, elle est toujours en prison, Mme Alix, et elle n'aura pas d'audition, d'une première audition avant les libérations conditionnelles avant avril 2028. OK. Parce qu'effectivement, là, le minimum 25 ans va bientôt se terminer. Ça va donner en 2030. En 2030, mais parfois, ils peuvent s'adresser plus tôt pour avoir des sorties... des semi-libertés. Puis ce qui est particulier, c'est qu'elle pourrait bénéficier de la clause de la dernière chance pour essayer de sortir plus tôt. Elle ne l'a pas fait. Explique c'est quoi la clause de la dernière chance pour ceux qui ne le savent pas. C'est une clause qui a disparu maintenant depuis une dizaine d'années, mais c'est une personne condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Peut, s'il montre vraiment patte blanche, qui a eu un parcours incroyable en prison de réhabilitation, peut demander à un jury d'examiner son cas pour pouvoir faire une demande un petit peu plus tôt. Donc ça, on le voit, mais surtout pour les détenus qui, justement, ils font des programmes. Ils essayent d'aider. Ils montrent qu'ils veulent retourner en société. Si elle l'a pas fait, on peut tirer l'inférence. Peut-être qu'elle a un avocat qui lui a dit, t'as peut-être pas le meilleur profil pour essayer. Peut-être qu'elle n'a pas un parcours carcéral exemplaire non plus. Là. Ça, on le sait pas. Mais je pense qu'on sera là en 2028 pour couvrir. Vraiment, cette histoire-là, moi, je
le nom, une fois que j'ai entendu le nom. Parce qu'on essaie de pas trop savoir ce que Stéphane va nous parler, hein, pour que nos réactions soient... étant donné que la majorité du temps, on n'était même pas nés. Mais dans ce cas-ci, j'étais trop jeune pour avoir lu les journaux. Merci Stéphane, vraiment intéressant. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques semaines, après un repos bien mérité pour ta part. Puis on va retrouver Maxime Delan aussi, qui va venir nous retrouver là, dans les prochains épisodes. Merci Michael. Merci Val. Bonne semaine. Merci. Tous les articles discutés dans ce balado sont disponibles au www.journaldemontréal.com.